Bonjour à tous et bienvenue à notre événement virtuel Nos histoires, nos voix inspirent. Mon nom est Jean-Philippe Roux et je suis coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à la Société Histoire Canada. Je suis très heureux de vous compter parmi nous et honoré de pouvoir animer cette session. La Société Histoire Canada reconnaît l'importance des Premières Nations, des Métis et des Inuits du Canada. Ils sont les gardiens traditionnels de notre territoire. Les bureaux de la Société sont situés à Winnipeg, au Manitoba, sur le territoire visé par le traité numéro 1, le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, et aussi le foyer de la nation métisse. De mon côté, je suis actuellement à Montréal, au Québec, et je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je me trouve font partie du territoire traditionnel non cédé des Mohawks, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Pour nous, à la Société Histoire Canada, les dernières semaines ont été remplies d'excitation et de fébrilité. En effet, nous avons lancé un tout nouveau programme jeunesse s'articulant autour d'un grand défi national ayant pour nom Nos histoires, nos voix. Nous remercions d'ailleurs le ministère du Patrimoine canadien pour son soutien dans le développement de ce programme. En écoutant la présentation d'aujourd'hui, nous espérons que vous penserez à des histoires importantes dans vos communautés qui mériteraient d'être connues des Canadiens et des Canadiennes. Gardez à l'esprit que vous pourrez les soumettre à la Société Histoire Canada en participant à ce défi, le défi Nos histoires, nos voix. Vous pourriez, au terme de ce concours, obtenir un laissez-passer pour participer à un grand forum jeunesse qui se déroulera l'été prochain de manière virtuelle. Parlons un peu de technique maintenant. Aujourd'hui, la participation de l'auditoire est encouragée. Nous utiliserons les fonctionnalités de Zoom pour nous aider à le faire. À tout moment, vous pouvez saisir une question que vous souhaitez poser à notre présentateur dans la fenêtre des questions-réponses de Zoom et nous y reviendrons pendant le segment des questions et des réponses un peu plus tard. S'il y a une question en particulier qui est posée, que vous souhaitez mettre vous aussi de l'avant, une question qui trouve un écho chez vous, vous pouvez la mettre en lumière en utilisant le pouce vers le haut. De cette manière, on pourra la remarquer. Au besoin, aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à lancer une discussion en utilisant la boîte de dialogue qui est prévue à cet effet sur votre écran. Enfin, notez que nous enregistrons la présentation et nous la partagerons aussi en ligne après l'événement. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, commenter ou poser des questions, de le faire de manière anonyme, si vous le préférez. L'événement d'aujourd'hui offre une tribune à notre invité d'honneur, M. Rito Joseph. Rito est conférencier, guide autodidacte et fondateur de Black Montreal Experiences, un parcours guidé qui inclut des lieux signifiants de Montréal, des lieux ayant un lien étroit avec l'histoire et la culture de la communauté noire de la métropole québécoise. Dans cette belle aventure, nous serons également accompagnés par deux membres du comité jeunesse de la Société Histoire Canada, soit Madeleine Verveit et Christine Jean-Julien, qui agiront comme modératrices lors de la séance de questions-réponses qui suivra. À présent, voici le moment tant attendu. Je voudrais souhaiter la bienvenue à notre invité d'honneur, M. Joseph, afin qu'il partage avec nous les fruits de ses réflexions. Merci beaucoup à vous, M. Proux, merci de me recevoir. Merci à la Société d'Histoire Canada. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra faire un peu de lumière sur ces petites parties d'histoire qui ne sont pas toujours expliquées. Donc, on va observer le commencement de l'histoire au Canada d'une perspective d'afro-descendant ou d'un point de vue d'un afro-descendant ou d'une perspective afro-descendante, excusez-moi. Donc, mon nom est Rito Joseph, comme je vous ai dit. On va observer la Nouvelle-France, Mathieu d'Acosta, Olivier Lejeune, la fondation de Ville-Marie, Marie-Joseph Angélique, jusqu'à la conquête britannique. Donc, encore une fois, excusez-moi, donc oui, donc je parle un peu pour parler du Canada, on ne peut pas ignorer les Premières Nations qui sont là. Et puis, quand on dit Premières Nations, bon, on parle des centaines de tribus, pour pas dire quelques milliers de tribus. Donc, parmi celles qui nous sont les plus familières, dans la vallée du Saint-Laurent, il y a les Algonquins. À Montréal, il y a les Mohawks,
bon, les Iroquois aussi, les Hurons-Wendat, les Ojibwés, donc pour en nommer quelques-uns. Et on se trouve à Montréal, Tiohtià:ke, l'endroit où ces Premières Nations se rencontraient, pas nécessairement seulement pour avoir des rencontres, des réunions, mais aussi pour faire du commerce de fourrure, c'est ça, quoi. La chasse, cultiver la terre. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une grande métropole, mais il fut un temps, cette métropole était une vaste forêt, quoi. Et ça nous amène, en fait, on commence avec l'histoire, ça nous amène en 1534, donc avec Jacques Cartier, qui serait le premier explorateur français à visiter l'île, quoique ce n'est pas la première exploration européenne. Bon, on parle des Vikings qui étaient là, qui sont venus au Moyen-Âge par le nord, le Groenland, Danemark, ils ont atterri à Newfoundland, un endroit qu'on appelle Vinland. On parle aussi des Portugais. Les Portugais, par contre, c'est un petit peu plus significatif parce que l'exploration portugaise découle directement de la colonisation européenne des Amériques et de l'Afrique. Donc, 1497, João Lavrador, un explorateur portugais, va atterrir ici. Donc, jusqu'à présent, il y a une province qui porte son nom. Jacques Cartier vient en 1535, c'est là qu'il entend, il voit un village, en fait, au pied du Mont-Royal. 1534, je veux dire, il voit un village au pied du Mont-Royal. Mont-Royal qu'il va appeler Hochelaga. En fait, c'est le nom qu'il entend. Il entend Kanata aussi, donc il entend certains noms clés qui vont rester dans l'historicité de Montréal. Montréal, il y a un quartier jusqu'à présent à Montréal qui s'appelle Hochelaga. Kanata, jusqu'à présent, bon, le nom Canada en dérive, c'est un dérivé de Kanata. Lorsque Cartier revient en 1535 avec Robert Val, il cherche ce village. Il semble que c'est un village de nomades. Donc, il ne trouve pas le village. Il va le long du fleuve Saint-Laurent. Il s'arrête à Stadacona avant, qui est la ville de Québec. Je dis ça parce que c'est à partir de l'exploration de Jacques Cartier que le royaume français, maintenant, met cette île, donc Tiohtià:ke, met cette île-là maintenant sur leur map, les maps du monde, c'est-à-dire que ça fait partie du royaume français. Il va planter la croix au Mont-Royal. Mais tout ça, c'est pour parler d'exploration un peu, puis ça nous amène à Mathieu d'Acosta, qui est le premier homme noir répertorié au Canada aux alentours de 1603-1604. Mathieu d'Acosta, qui est des racines qui remontent au royaume Congo, originaire des îles Açores, comme on dit, portugais. Donc, on dit qu'il sera mort, un afro-descendant déjà de l'époque. Il y a un navigateur, un marchand polyglotte, donc il parle français, micmac, hollandais, portugais, pour en nommer quelques langues. Donc, à cette époque-là, les Maures, les Africains, les afro-descendants sont très recherchés pour leur talent de traducteur, que ce soit pour les coureurs des bois, pour les explorateurs, etc. Bon, là, il n'y a pas encore nécessairement ce qu'on va connaître comme les coureurs des bois plus tard, mais c'est pour dire que c'est une tendance qui va rester assez longtemps, quoi. Mathieu d'Acosta, c'est lui qui aurait introduit les clans Micmac et les Caucasiens européens français. Donc, les Français au nom justement de cette couronne française. Mathieu d'Acosta travaille, c'est un freelancer, si vous m'excusez, excusez le terme, l'anglicisme. Donc, il travaille à son compte, travailleur autonome, si on peut dire ça comme ça, et il travaille de contrat en contrat. Donc, c'est un homme qui se fait... C'est ça, il est beaucoup en demande, il est très en demande, les gens voyagent avec lui, donc à un moment donné, comme je vous dis, les Portugais sont déjà venus ici, donc ce n'est pas nécessairement quelque chose d'impossible de connaître ce langage, quoi, on a déjà voyagé dans cette partie de la Terre à quelques reprises déjà, depuis plus de 100 ans déjà. Donc, il va introduire Samuel de Champlain, sieur du Gars-des-Monts, à la communauté Micmac et vice-versa. Donc, au début, les introductions se font très paisiblement. Par la suite, bon, Champlain continue son exploration, mais on sait qu'est-ce qui finit par arriver aussi, donc dans le contexte de la colonisation. Mathieu d'Acosta, pour vous parler un peu de lui, donc ici, ça nous parle un peu de son parcours, de son historicité qui est liée à 3 continents directement. Donc, lié ici même au Canada, c'est la première personne noire enregistrée. Donc, il a aussi été en France, a été emprisonné en Hollande,
je pense qu'en France aussi, donc par les deux fois, donc Insolence en France, il connaît les langages des Micmacs, des Montagnais aussi. Donc, c'est un homme vraiment avec une histoire vraiment très importante pour le Canada, aussi très enrichissante aussi, dont on parle très peu souvent. On connaît le pont Champlain, on connaît le collège Champlain, on connaît Lake Champlain, upstate New York, Champlain Valley, mais tu vois, excusez-moi, mais vous voyez, on entend très peu parler de Mathieu d'Acosta dans ce sens-là. Donc, ça nous emmène aussi à la prise de Québec. Donc, on est rendu en 1628. Le gouverneur de cette Nouvelle-France à Québec, c'est Samuel de Champlain. 1628, la prise de Québec par les frères Kirk. Les frères Kirk, des corsaires britanniques qui qui s'emparent de la ville. C'est-à-dire, quand on dit qu'ils s'emparent, on parle d'un assiégement politique, on parle ça, on parle de quelque chose de violent. Ils prennent la ville de Québec pour à peu près 3 ans. Ils reviennent en fait du continent africain. Champlain lui-même s'en va à Londres pour aller justement, c'est ça, il veut aller en cours, il prend des recours légaux pour dire que c'est illégal ce qui se passe. Donc, pendant qu'il est à Londres, les frères Kirk s'emparent de la ville de Québec et amènent avec eux un homme noir qui n'a pas encore de nom. Quand je dis qu'il n'a pas encore de nom, ce n'est pas pour manquer d'égard, il a un nom. Il est originaire de Madagascar, mais c'est un nom qu'on ne connaît pas historiquement, mais c'est sûr qu'il avait déjà un nom. Mais dans le contexte occidental de la chose, on ne connaît pas son nom. Et donc, il se fait donner, en fait, les frères Kirk le vendent à Le Bailly. Donc, Le Bailly est un marchand français qui travaille avec les Anglais, donc il est perçu comme un traître dans la colonie. Et lorsque les frères Kirk, en fait, Champlain revient en 1632, les frères Kirk vont quitter. Un d'entre eux même se fera emprisonner. Le jeune homme va être vendu, va être donné parce que il doit quitter, il va être donné à Guillaume Couillard. Guillaume Couillard est l'ancêtre direct de l'ancien premier ministre, excusez-moi, est l'ancêtre direct de l'ancien premier ministre excusez-moi. Guillaume Couillard est l'ancêtre de l'ancien premier ministre Philippe Couillard, donc l'ex-premier ministre du Québec. Donc, son ancêtre direct est un des premiers propriétaires d'esclaves au Québec, au Canada ou en Nouvelle-France. Donc, Guillaume Couillard va le mettre à l'école chez les Jésuites, donc chez le père Paul Jésuite, qui va être celui qui va lui donner le nom Le Jeune. Donc, Olivier, il va l'avoir reçu du commis Le Bailly. Ici, on a un extrait des archives de Marcel Trudel, un nègre chez Guillaume Couillard. Et comme vous pouvez voir encore, c'est des archives qui datent d'antan. Donc, vous voyez les termes qui sont utilisés. Le premier esclave que nous puissions identifier au Canada français est un négrillon amené à Québec par les Kirk en 1629. Il venait de Madagascar ou, selon une autre version, de la Guinée. Entre ces deux pays, il y a la marche de tout un continent, mais peu importe ici le lieu d'origine, puisque ce détail ne change rien à la servitude. Propriété de l'un des trois frères Kirk, le négrillon est vendu pour la somme de 50 écus à Le Bailly, commis français qui s'était donné aux Anglais. En juillet 1632, lorsque les Anglais mettent un terme à leur occupation de Québec, le traître Le Bailly fait cadeau de ce petit nègre à Guillaume Couillard. Son nouveau maître le mit à l'école du Jésuite le Jeune et le missionnaire écrit en 1632 « Je suis devenu régent en Canada. J'avois l'autre jour un petit sauvage d'un côté et un petit nègre ou mort de l'autre, auquel j'apprenois à connaître les lettres. Après tant d'années de régence, me voilà enfin retourné à l'ABC, mais avec un contentement et une satisfaction si grande que je n'eusse pas voulu changer mes deux écoliers pour le plus bel auditoire de France. » C'est ainsi que le Père Lejeune inaugurait l'enseignement des Jésuites dans la vallée du Saint-Laurent, ayant pour premier élève un sauvage et un négrillon. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, les archives de Marcel Trudel. Marcel Trudel, c'est un historien québécois, qu'on peut dire aussi canadien-français à l'époque, qui a fait des recherches approfondies sur l'historicité, l'histoire de l'esclavage au Canada, donc en Nouvelle-France, au Québec, en Ontario, etc. Mais il s'est beaucoup approfondi sur le Québec. Et lorsqu'on va dans ces archives, on regarde les termes qui sont utilisés, les termes nègres. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un terme qui fait beaucoup de débats, encore pour une raison que j'ignore. Lorsqu'on regarde ces archives qui sont prises de 1632, donc Marcel Trudel a été un historien au XXe siècle, mais ces archives datent de 1632, ça nous dit qu'il y avait pour premier élève dans l'enseignement des Jésuites dans la vallée du Saint-Laurent un sauvage et un négrillon. Donc, le terme sauvage, c'est un terme péjoratif pour désigner un autochtone à l'époque, et le terme négrillon ou nègre, un terme péjoratif pour désigner une personne noire.
Maintenant, à savoir, est-ce que le terme doit être effacé, est-ce que le terme doit être gardé? Je pense qu'il faut avant tout avoir une compréhension accrue de ce qu'on appelle nègre, pourquoi on utilise ce mot et quelles sont les raisons qui feraient en sorte qu'on voudrait encore utiliser le mot, sachant que c'est un vestige colonial. Donc, est-ce qu'on s'attache plus au symbole du mot ou est-ce que c'est à la connotation du mot? Et je pense que ces choses sont à revoir. Il faut se questionner aussi sur ce qu'on apprend, comment on apprend et quelles sont les raisons pour lesquelles on apprend ces choses à nos élèves. Donc, on n'utilise plus le terme sauvage. Je présume que le terme nègre est un terme qui est en déclin ou en voie d'extinction, j'imagine. Tout ça, ça nous amène aussi à la Fondation de Ville-Marie, parce qu'Olivier Lejeune sera aussi la première personne noire à vivre au Québec officiellement. Il meurt dans les années, si je ne me trompe pas, les années 1650 ou 60. Il meurt à Québec. Il va avoir le temps même d'être la première personne noire à être emprisonnée ici. Donc, il va vivre toutes sortes de situations que je crois que beaucoup de personnes aujourd'hui, même qui ne sont pas réduites à l'esclavage, qui ont probablement et définitivement plus de liberté de lui, auront quand même, il y a beaucoup de similitudes qui restent. Donc, la fondation de la ville de Montréal, qu'on connaît sous la fondation de Ville-Marie, se fait en 1642 par un groupe de personnes qui se nomme la Société Notre-Dame de Montréal. Société Notre-Dame de Montréal est un groupe de personnes avec une mission religieuse, militaire, franco-catholique, si je peux dire ça comme ça, qui se donne, comme je dis, comme raison d'être d'aller évangéliser les athées, donc les athées, les personnes athées, les personnes qui ne croient pas au Christ, qui ne croient pas au Saint-Esprit ou à la Sainte Trinité. Donc, ces personnes s'appellent Société Notre-Dame de Montréal. Ils viennent à Montréal en 1642, ils vont construire un fort qu'on va appeler le Fort Ville-Marie. Ils vont établir une société qui n'est presque plus existante, qui se trouve dans le Vieux-Montréal aujourd'hui, mais beaucoup des bâtisses qu'on voit de cette époque-là n'existent plus après de nombreux feux à Montréal, etc., des inondations. Excusez-moi. Par contre, l'emplacement actuel où se trouve le fort est encore là. Mais on va se pencher plus sur le nom de la société qui est Société Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France. Donc, encore une fois, on a vu plus haut le terme sauvage. Qu'est-ce que c'est un terme péjoratif utilisé pour nommer les Autochtones? Maintenant, si on prend ça dans un contexte historique, Société Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages en Nouvelle-France, c'est-à-dire que ces personnes qui ne sont pas humaines, inhumaines, qui sont athées, qui ne croient pas au Christ, en Dieu, à la Sainte Trinité, à la Vierge Marie, nous allons aller les convertir, quoi, coûte que coûte. Nous amenons une bonne nouvelle, nous sommes source de lumière. Donc, c'est dans cet état d'esprit que Montréal, où la fondation de Ville-Marie se fait. Donc, la fondation de Ville-Marie se fait en 1642. La Société Notre-Dame de Montréal existe depuis 1640-1641. Ici, on a un document devant nous qui date des années 1643. Oui, ça, c'est 1643. Donc, bon, c'est pas mal encore avec les chiffres romains pour un peu comprendre un peu que c'est cette même société, donc à l'emplacement actuel qui s'appelle la Place d'Armes à Montréal, c'est là qu'il y a eu l'affrontement entre les Français et les Iroquois qui a donné, c'est là que, bon, on a jugé bon, en fait, c'est là que la communauté de Ville-Marie a jugé bon aussi d'avoir un mur qui empêcherait les attaques des Iroquois. Donc, à proximité de cette place à laquelle on donna par la suite le nom de Place d'Armes. Donc, vous voyez, le nom est littéralement ce que ça veut dire, Place d'Armes. Les fondateurs de Ville-Marie affrontèrent les Iroquois qui furent vaincus au cours de la bataille mars 1644. Parfait, donc c'est ça. Donc ici, on a la statue de Paul Chomédé de Maisonneuve qui fait aussi partie de la Société Notre-Dame de Montréal avec Lambert Closse, Charles Lemoine, Jeanne Mance à côté. Et à l'arrière, on a un Iroquois qui n'est sans nom, qu'on ne nomme pas. Donc ça se trouve dans le Vieux-Montréal, devant la Basilique Notre-Dame, entre la Basilique Notre-Dame et la première banque du Canada, BMO. Ensuite, on arrive au Code noir, le Black Code, donc le Code noir où recueille les règlements rendus jusqu'à présent concernant le gouvernement, l'administration de la justice, la police, la discipline et le commerce des nègres dans les colonies françaises ou françoises. Et les conseils et compagnies établis à ce sujet à Paris, chez Pro, Père Imprimeur. Donc, on voit le Code noir, donc c'est un livre de règlement, comme une Bible, comment régulariser les personnes noires, africaines, afrodescendantes, réduites à l'esclavage, pas juste les Noirs, les Autochtones, et aussi les personnes noires libres. C'est-à-dire que ce livre, c'est un livre de règlement qui stipule un peu comment on va traiter ces personnes, quels sont les châtiments qu'on va les donner,
quels sont en fait leurs rangs sociaux dans la société, que ce soit des personnes esclavagisées ou des personnes qui sont libres. Donc, vous voyez, ça ressemble un peu à une Bible. Exemple, c'est utilisé dans les colonies françaises. Donc, la Nouvelle-France n'est pas exempt du Code noir, mais ce n'est pas un livre qui est officiellement fait pour la Nouvelle-France ou utilisé en Nouvelle-France. Donc, ça sera utilisé, oui, mais ça ne sera pas utilisé comme un livre de règlement comme dans les Caraïbes ou dans les colonies comme en Louisiane ou dans le sud dans les Caraïbes, excusez-moi. Donc, c'est instauré par Colbert sous l'administration de ce roi qu'on a devant nous, qui est le roi Soleil, Louis XIV. Donc, comme on peut voir, Louis XIV est imprégné avec sa torche et son sceptre, et même sa couronne, on a des fleurs de lis, qui est un signe de monarchie française. La fleur de lis, bon, ça représente un peu tout ce qu'on peut connaître, tout ce qu'on peut, lorsqu'on pense au monde franco-catholique de cette époque, surtout lorsqu'on voit une fleur de lis, tout de suite, ça nous ramène à un sentiment français. Que ce soit les New Orleans Saints dans la NBA, excusez-moi, dans la NFL, ou les New Orleans Pelicans, ou les Nordiques de Québec. Partout où on voit la fleur de lis, on pense au monde franco-catholique, on pense au Québec, qui est le bastion de la colonisation franco-américaine. Donc, Louis XIV, le Code noir est établi sous Louis XIV. Et lorsqu'on parle de cette même fleur de lis, par exemple, ici, on a un extrait que je vais vous lire. Le fugitif, donc l'esclave fugitif qui est en fuite depuis un mois de la journée qu'il a été reporté à la police, devra avoir son oreille coupée et sera brûlé au fer chaud avec une fleur de lis sur une épaule. S'il commet la même infraction un mois plus tard, encore une fois, en comptant de la journée où il a été reporté, il aura une partie de la jambe coupée et il sera aussi brûlé au fer chaud avec une fleur de lis dans l'autre épaule. La troisième fois, il sera mis à mort. Donc ça, c'est l'article 38 du Code noir de la Louisiane. Donc, on regarde l'image à gauche, on voit une dame qui est en train de se faire brûler au fer chaud. On voit ses proches qui regardent ça avec. Donc, il faut comprendre que ça, c'est comme ça qu'on brûle du bétail, c'est comme ça qu'on marque le bétail. Lorsqu'on a, je ne sais pas, on a notre troupeau quelque part, c'est comme ça qu'on fait en sorte de les repérer. Donc, je pense que c'est très important aussi de voir à quel point la fleur de lis a une connotation qui n'est pas seulement un symbole national ou ethno-linguistique, qui n'est pas non plus un symbole, pas nécessairement seulement pour le groupe ethnique, mais il y a des connotations historiques. Je pense qu'il y a plusieurs couches. Il y a plusieurs couches qui peuvent être attribuées à ce symbole-là, comme pour n'importe quel autre symbole, que ce soit la croix, swastika ou peu importe. Et je pense que c'est important de comprendre ces nuances-là aussi pour informer la population. Exemple, à gauche, on a devant nous le drapeau de l'ancien royaume français depuis les années 1500, 1530 à peu près, et on a à gauche le drapeau colonial de la Martinique. Donc, on peut voir que le drapeau français, il y a les fleurs de lis, il y a la croix au milieu, les deux ont la croix, les couleurs bleues encore, les couleurs du dauphin. Les dauphins, quand je dis dauphin, on parle du titre. Donc, le sceptre, la couronne, donc ornée d'or. Et l'autre bord, on a les quatre serpents. Le drapeau des quatre serpents, c'est un drapeau à l'époque coloniale de la Martinique qu'on utilisait pour, justement, on disait qu'on mettait des serpents aux alentours de l'île pour empêcher les esclaves en fuite, en fait, où on disait que ces serpents étaient venimeux, quoi. Ils avaient un venin. Et donc, si jamais un esclave essayait de s'enfuir, il se faisait prendre, soit mort par les serpents, soit il se faisait prendre, et puis c'est ça, c'était la fin. Et maintenant qu'on regarde ce drapeau qui est utilisé depuis les années 1700 jusqu'en 2017 en Martinique, donc c'est de comprendre aussi la continuité historique. Dans les années 60, Aimé Césaire est venu avec le drapeau tricolore, mais lorsqu'on prend le drapeau de la monarchie française, depuis les années 1500, donc même depuis peut-être on peut dire l'apparition de Jacques Cartier, et qu'on prend le drapeau des quatre serpents, qu'on met ça ensemble, ça nous donne le drapeau du Québec. Et donc, le drapeau du Québec est un vestige colonial intrinsèque de tout ce qui est le royaume ou la monarchie franco-catholique. Donc, c'est sûr que le symbole de la fleur de lis reste un symbole franco-catholique avec une identité ethnique. Mais aussi, je pense qu'il y a matière à voir aussi les différentes couches historiques qui se cachent derrière ce symbole et ce que ça représente pour différents groupes ethniques, peut-être aujourd'hui, qu'ils évoluent au Canada ou au Québec, mais n'ont pas nécessairement ce sentiment d'appartenance parce que c'est lié à quelque chose de plus profond qu'on peut l'imaginer dans notre épigénétique.
Ici, on a la ville de Montréal aux alentours des années 1680-1690. On voit un peu que c'est une ville qui est en plein développement. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est le vieux Montréal. This is Old Montreal, excusez-moi. C'est le vieux Montréal. Et donc, au pied du Mont-Royal, donc encore une fois, la ville commence à prendre son essor là où on dit que Jacques Cartier aurait vu en fait les villages. Donc, à ce moment-ci, il y a beaucoup de Mohawks, il y a des Iroquois qui habitent sur l'île. Les Mohawks sont repoussés un petit peu plus loin. Donc, aux alentours, où est-ce qu'on voit maintenant, il y a un petit peu plus de forêt, c'est pas loin du centre-ville. People that know, excuse-moi. Et en 1688, je vous lis un extrait des archives. Donc, le gouverneur de Denonville et l'intendant Bochard demandent des nègres au roi pour suppléer au manque de main-d'œuvre. De son côté, le procureur général Ruette d'Auteuil consacre une partie d'un long mémoire à faire valoir la nécessité pour le Canada d'avoir des nègres esclaves. Serait, écrit-il, un moyen assuré de réussir en toutes sortes de manufactures si l'on craint que les Noirs ne puissent y survivre à cause du climat. Il propose un stratagème ingénieux, les habiller en fourrure de castor, ce qui produirait un double effet, tenir les Noirs au chaud et surtout, puisque le castor doit d'abord être porté par l'homme avant de devenir le castor gras, la meilleure fourrure sur le marché, les Noirs remettront à leur propriétaire une fourrure usagée qui a doublé en valeur. Dans ces conditions, habillé chaudement, un nègre n'est pas une dépense, mais un placement qui rapporte. Le roi se laisse convaincre et il ordonne en 1689 l'autorisation aux Canadiens de se procurer des nègres. Donc, excusez-moi l'anglicisme, j'allais parler en anglais. Donc, ce que vous voyez ici, c'est justement une demande gouvernementale officielle par le gouverneur de Denonville, justement, d'avoir des esclaves noirs africains. C'est-à-dire qu'on veut investir, envoyer un contingent pour l'emmener ici parce qu'on sent que non seulement ça va être un avancement pour nous, ça va faire augmenter l'économie et en plus, on aura de la main-d'œuvre gratuite, on va pouvoir mettre de la fourrure sur eux pour les garder au chaud. Lorsque cette fourrure aura pris la valeur, on va vendre cette fourrure 2 fois le prix parce qu'elle aura plus de valeur, donc on va toucher encore plus sur la ristourne. Donc, ça dit que dans ces conditions, habiller chaudement un nègre n'est pas une dépense, mais un placement qui rapporte. Encore une fois, maintenant, c'est de regarder le sens du mot nègre et de regarder aussi les conditions dans lesquelles on parle de ces personnes. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le N-word, c'est aussi surtout dans les médias, mais c'est vraiment de comprendre à quoi exactement on tient à s'attacher quand on dit que ça brime la liberté d'expression. C'est sûr et net qu'on ne doit pas effacer des mots. Moi, je ne suis pas pour l'effacement des mots. Par contre, je pense que ça doit prendre un niveau de compréhension accru par rapport à la situation et par rapport au sujet et voir comment ces termes sont utilisés dans l'histoire locale. Juste un peu continuer. Donc, la guerre va durer 8 ans, ça paralyse le commerce colonial. La guerre terminée, le roi donne les instructions nécessaires pour l'envoi d'une cargaison de nègres. Encore une fois, l'envoi d'une cargaison de nègres, c'est-à-dire on envoie une marchandise, on envoie des biens meubles et on utilise le terme nègre. Mais voici qu'une nouvelle guerre éclate en 1702 qui va durer 11 ans. De sorte que de 1702 à 1713, les nègres qui s'ajoutent à la population canadienne ne seraient encore qu'une dizaine, la plupart enlevés aux Anglais. La paix retrouvée, un intendant de la Nouvelle-France, intendant Bégon, réclame en 1709 l'envoi d'une cargaison nègre, mais cette fois-ci, tout en invoquant l'argument traditionnel de la rareté et du coût de la main-d'œuvre. Il en apporte un nouveau qui a trait à un problème social de grande importance, celui des parents qui deviennent invalides ou qui n'ont pas d'enfants. Donc, là, on est en 1719 et on parle des CHSLD. Si l'on a des nègres pour travailler sur les terres, les parents âgés ne seront plus obligés de se donner dans des conditions qui amènent toutes sortes de drames et l'on pourrait aussi résoudre le problème de la rareté des domestiques. Encore une fois, la domesticité des personnes noires reste au travers de l'histoire du Canada. En 1955, on met même un programme en place pour aller chercher spécifiquement des femmes noires domestiques dans les îles britanniques, dans les Caraïbes britanniques. Mais tout ça pour vous expliquer un peu que bien qu'il n'y a jamais un négrier, donc un bateau négrier, c'est-à-dire les bateaux qui ont été conçus pour faire la traite esclavagiste, bien qu'il n'y en a jamais qui sont arrivés directement à Montréal, le Canada a été un endroit où on a déjà construit ces bateaux, que ce soit dans la ville de Québec ou à Terre-Neuve ou ailleurs au Canada. Pour que vous compreniez aussi, donc il y a une demande, en fait, il y a une demande, on est en Nouvelle-France, il y a une demande, en fait, on veut accéder à des personnes esclavagisées pour justement la plus-value, pour faire augmenter notre revenu, notre capital, mais aussi pour accroître la population et pour donner au moins un vent de... C'est ça, on veut que les gens viennent vivre ici, mais on veut que les promettent que ça va être... ils auront des esclaves et les choses pourront bien se passer, quoi. Donc, entre ces années-là, le 1709, Negroes Wanted, l'intendant Rodeau,
demande une ordonnance pour, encore une fois, les esclaves ne vont jamais arriver directement et on va devoir aller en chercher dans la Caraïbe. Il y en a qui vont en acheter aux États-Unis, il y en a qui vont en acheter un petit peu ailleurs. Ça nous amène à Marie-Joseph Angélique, qui est une dame noire qui est née en fait au Portugal ou à Madère, donc sur la côte ouest de l'Afrique. Elle a été accusée d'avoir mis le feu à Montréal en 1734. L'histoire de Marie-Joseph Angélique commence à Madère, sur la côte ouest africaine. Elle se fait kidnapper. Vers l'âge de 12 ans, elle est vendue à un marchand flamand à Lisbonne, au Portugal, qui l'emmène en Nouvelle-Angleterre. Donc, le nom de ce marchand est Nicus Bach. Il l'emmène là-bas et, excusez-moi, elle va rester en Nouvelle-Angleterre jusqu'à le début d'âge adulte, quand François Poulain de Francheville va venir. Encore une fois, je ne veux pas parler de Marie-Joseph Angélique comme si elle n'a pas de vie en dehors de la colonisation. C'est une personne, comme je dis, qui est née libre ou on a un sentiment, un semblant qu'elle est née libre. Marie-Joseph Angélique, lorsqu'elle arrive à Montréal, elle mène une vie tumultueuse. François Poulain de Francheville, elle va être forcée de s'accoupler avec un autre esclave, une autre personne esclavagisée du nom de Jacques César. Ils vont être forcés, ils vont avoir 2 enfants, ils vont accoupler de 2 enfants. Elle va accoucher des 2 enfants qui vont mourir à un âge, à très bas âge. Jacques César est l'esclave d'Ignace Gamelin, donc une figure religieuse dans la communauté. Marie-Joseph Angélique se fait promettre sa liberté par son maître, François Poulain de Francheville. Elle se lie d'amitié et en fait a une liaison en fait amoureuse avec Claude Thibault, qui est en fait une personne qui paye sa dette à la société en France, donc qui est déporté ici pour faire du travail et qui se fait payer un salaire vraiment plus bas qu'un salaire minimum. Et elle n'est pas très aimée dans la communauté. Ils disent comme quoi qu'elle ne se présente pas comme quelqu'un qui est réduite à l'esclavage ou comme une esclave. Or, Marie-Joseph Angélique, avant même d'arriver à Montréal, avait déjà été vendue 2, 3 fois, parlait 3, 4 langues. Donc, elle parlait le portugais, elle comprenait le néerlandais, elle parlait l'anglais aussi. Donc, elle arrive à Montréal et maintenant, elle se fait baptiser Marie-Joseph Angélique à la basilique Notre-Dame et elle apprend une 4e langue. Et elle est dans un contexte maintenant franco-catholique ou est-ce qu'elle est perçue comme étant une femme qui a de l'attitude. Donc, lorsque François Poulain Francheville meurt, donc il décède, bon, c'est très prémédité comme mort, je veux dire, il meurt, donc c'est un marchand qui est réputé, connu dans la communauté, il meurt. Sa veuve, Thérèse Coigne de Francheville, décide de vendre Marie-Joseph Angélique à un propriétaire d'esclaves qui se trouve dans les forges de la Mauricie, à Trois-Rivières ou à Québec, si je ne me trompe pas. Donc, Marie-Joseph Angélique, avec son amant Claude Thibault, avait déjà fait une tentative de fuite due au fait que, justement, elle n'a pas pu recouvrir sa liberté. Donc, cette fois-ci, elle essaye de s'enfuir, mais il y a la fonte des neiges. Donc, le 10 avril 1734, il y a un feu qui se prend dans le Vieux-Montréal, un brasier qui commence et donc les personnes vont se réfugier, les gens quittent, ils vont se réfugier à l'église. Parmi ces personnes, Marie-Joseph Angélique est là et une vingtaine de personnes, en fait, les gens vont commencer à la pointer du doigt pour dire elle est celle qui a mis le feu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on avait refusé à Marie-Joseph Angélique sa liberté, elle avait géré de se venger en mettant le feu et en s'enfuyant dans son pays natal. Maintenant, a-t-elle été prise au mot? A-t-elle été utilisée comme bouc émissaire? Là est la question. Docteur Afouas Coupeux écrit sur cette histoire, ça s'appelle La pendaison de Marie-Joseph Angélique. C'est un livre que je vous conseille en français et en anglais. Très intéressant, ça nous parle de l'époque, comment que les choses se passaient. Donc, entre le 10 avril 1734 et le 21 juin 1734, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont témoigné contre elle pour dire qu'on l'a vu mettre le feu, mais aucune de ces personnes n'a été témoin et qu'elle ait mis le feu. Jusqu'au témoignage d'une jeune Pani de 5 ans qui dit comme quoi qu'elle aurait vu Marie-Joseph mettre le feu. Donc, Marie-Joseph, par la suite, est emmenée pour se faire questionner. Lorsqu'elle est amenée pour le questionnement, on lui met un brodequin. Donc, en anglais, on appelle ça the booth. C'est, on va dire, une machine de torture, si je peux utiliser le mot machine, de torture médiévale, où est-ce qu'on met la pression sur les genoux. Comme vous voyez, c'est attaché aux jambes. On met la pression sur les genoux et en mettant la pression sur les genoux, voilà, on frappe à chaque fois qu'on pose une question. Donc, on ne demande pas à Marie-Joseph Angélique qu'est-ce qu'elle a fait ou pas. On demande avec qui elle a agi. Et donc, elle répond qu'elle n'a rien fait, qu'elle n'est pas coupable. On frappe une première fois. Lorsque la douleur est trop, on frappe encore, elle crie. Donc, lorsque la douleur est trop pour elle, non seulement elle finit par admettre, comme on dit admettre, elle finit par dire qu'elle veut t'exécuter maintenant.
Et dans ce sens, on dit, voilà, on l'a torturée à admettre, donc on présume qu'elle a admis, mais la torture est tellement beaucoup que la jambe est presque sectionnée, la jambe est sectionnée, donc Marie-Joseph Angélique se fait mettre à l'arrière d'un carrosse, elle est emmenée à la cathédrale Notre-Dame, où elle doit se repentir à Dieu, au roi, à la population. Ensuite, elle est remise à l'arrière du carrosse, on la parade dans les rues de Montréal pour l'emmener justement voilà, à son exécution qui sera publique sur la place publique. Ici, on a des archives des archives judiciaires. Excusez-moi. Parce que ça dit, mon avis est que la négresse soit condamnée à faire amende honorable, avoir ensuite le point coupé, boudé, tout dû, préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire. Donc, vous voyez un peu 1er juin 1734, donc on voit un peu que c'est une affaire qui a été suivie, bon, si je peux dire le mot médiatiquement, mais les archives judiciaires nous démontrent que c'est ça, ça fait beaucoup de bruit, là, le village est presque rasé, donc il y a plusieurs personnes qui n'ont plus de logement, qui n'ont plus d'endroit où rester, il y a un niveau de pauvreté qui est élevé. Donc, il y a une rage qu'on veut aussi passer. Donc, Marie-Joseph Angélique est le parfait bouc émissaire, donc elle est amenée sur la place publique à Montréal, lieu d'exécution, elle est pendue. En fait, lorsqu'elle est pendue, les gens sont contents, c'est un spectacle, les gens crient de joie, de rage, ils crachent sur elle, ils sont contents, tout le monde jette leur dévolu, et par la suite, on laisse encore pendre pendant 2 heures de temps, ensuite on brûle, et par la suite, on va souffler les cendres dans le vent. À la lumière de tout ça, lorsque tout ça est fait, on souffle les cendres dans le vent. L'histoire de Marie-Joseph Angélique refait surface de 1734, ça refait surface au début du 20e siècle. Donc, on passe près de 200 ans à ne pas entendre parler d'elle et ne pas savoir ce qui se passe avec elle. C'est ce qu'on dit que la rue Saint-Paul avait l'air à l'époque. C'est moi qui marche sur la rue Saint-Paul, un endroit où je fais aussi des visites. Et l'exécuteur, à cette époque-là, est Mathieu Léveillé. Monsieur Léveillé est un déporté, aussi un homme noir, afrodescendant de la Martinique, qui arrive à Montréal en 1734. Donc, il a 2 fleurs de lis brûlées sur chaque épaule. Donc, il a tenté de s'enfuir une fois. La deuxième fois qu'on a appris qu'on devait l'exécuter, on lui donne une chance. Bon, à quel point c'est une chance de vivre, en fait, parce qu'en Nouvelle-France, il n'y a plus d'exécuteurs et c'est une job que pas beaucoup de gens veulent faire. C'est un petit peu sado, quoi. C'est tuer du monde, on voit beaucoup de sang, on voit la mort, on tue les gens, donc c'est lourd à vivre avec. Mathieu Léveillé a le choix lors de sa fuite, donc il est en marronnage en Martinique, vivre comme exécuteur en Nouvelle-France ou, c'est ça, se faire exécuter même sur la place publique en Martinique. Donc, lorsque ça n'arrive pas, monsieur accepte la position, il vient ici, donc il mène une vie très solitaire, souvent en dépression. Même sa première job sera Marie-Joseph Angélique, donc la première personne qu'il va exécuter. Ça va être la femme noire, ça va être une dame noire du nom de Marie-Joseph Angélique, celle qu'on vient de voir, et ils vont se lier d'amitié lorsqu'elle sera emprisonnée pour ensuite être la personne qui va torturer Marie-Joseph Angélique, qui va pendre et brûler cette dame qui a été accusée, que ce soit à tort ou pour une raison. Et donc, Mathieu Léveillé sera en dépression, donc il y aura beaucoup de solitude. On essaie de lui faire venir une femme en 1743, lorsque la femme est en voie d'arriver. Léveillé meurt, il meurt à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec. Il meurt de dépression, de solitude, et la femme n'a jamais la chance de connaître Léveillé. Et on sait très peu de choses sur elle. Elle est aussi venue de la Martinique. Donc, la job d'exécuteur, qui n'est pas une job facile comme on peut voir. Et ça nous amène à la conquête britannique, British Conquest de la 1760. Donc, un an après les plaines d'Abraham à Québec, 1759, donc le général Amherst est là en train de faire le deal, excusez-moi le terme, la transaction avec Vaudreuil devant le séminaire Saint-Sulpice, donc devant les Jésuites. Et donc, le terme va être passé et Montréal sera désormais une ville britannique de l'Amérique du Nord, comme les 13 colonies et comme un peu ce qui va continuer de se passer dans les couloirs du Midwest et dans le Haut-Canada. Je dis ça aussi parce que excusez-moi, il y a une clause particulière dans l'article en fait de capitulation
de la conquête britannique qui date de 1760, qui est l'article 47 qui dit « Les nègres et les panis des deux sexes resteront en leur qualité d'esclaves à la possession des Français et Canadiens à qui ils appartiennent. Il leur sera libre de les garder à leur service dans la colonie ou de les vendre et ils pourront aussi continuer à les faire élever dans la religion romaine, accordée excepté ceux qui auront été faits prisonniers. » Donc, ça fait en sorte, ça nous démontre un peu la hiérarchie sociale. Ça nous démontre non seulement une forme de hiérarchie sociale, mais ça démontre aussi, donc là maintenant, on a un peuple qui vient de se faire conquérir, qui maintenant, après s'être fait conquérir, est en droit de garder ses esclaves. Donc, c'est-à-dire qu'il y a il y a une dualité à laquelle on fait face. Donc, le droit de garder des esclaves et malgré conquérir, droit de garder sa langue, sa religion, mais dans des paramètres bien, dans un paradigme propre à eux et qui fera en sorte que maintenant, ces personnes qui sont conquises, qui vont, c'est ça, qui vont être sujets à toute des ségrégations systémiques, en échange, auront à eux, elles aussi, des esclaves. Donc, je pense que ça, c'est une dualité qui est très importante, dont on n'a pas beaucoup la chance, qu'on n'a pas beaucoup la chance d'observer ici même, dans le contexte local, mais ça date de la capitulation de Montréal de 1760. Et donc, après cette capitulation, le traité de Paris se fait en 1763. Et en 1763, ce traité de Paris qui se fait sera, c'est ça, sera une genèse pour l'émancipation ou l'indépendance américaine des années 1776. Donc, avec la conquête du Québec et de Montréal, on conquit l'Amérique du Nord, l'Amérique française, et elle devient de plus en plus, d'année en année, elle devient britannique. Donc, mon nom est Rito Joseph. J'espère que vous avez apprécié ma présentation. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou mon site internet www.ritojoseph.com. Merci beaucoup pour cette présentation fascinante, Monsieur Joseph. Je m'appelle Madeleine et je suis une élève qui étudie en 10e année. J'habite à Winnipeg, au Manitoba. Et bonjour, je suis Christine, je suis une élève qui étudie en 11e année. J'habite à Ottawa, Ontario. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous souhaitons maintenant donner une place aux questions que vous avez pendant les 10 prochaines minutes. Vous pouvez dès maintenant nous envoyer vos questions en utilisant la boîte questions et réponses. Alors, on peut commencer avec la première question qui est « Comment décidez-vous de la meilleure façon de partager une histoire? » Excusez-moi, juste répéter la question, s'il vous plaît, je m'excuse. Oh oui, bien sûr. Comment décidez-vous de la meilleure façon de partager une histoire? Je pense que des fois, c'est de faire un parallèle entre le passé et le présent. Je pense que la façon d'expliquer une histoire, c'est de voir un peu en quoi l'histoire est enracinée et en quoi, voilà, en quoi on peut. Est-ce que c'est un cycle historique? Est-ce que c'est quelque chose de cyclique ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Donc, ouais, je cherche un peu de voir qu'est-ce qui englobe l'histoire. Merci. Notre prochaine question. Comment décidez-vous de la meilleure façon de partager une histoire? La meilleure façon, bon, moi, je m'inspire un peu des histoires, comment on partage des histoires haïtiennes qu'on appelle l'audience, L-O-D-Y-A-N-S. Ce sont des façons de faire des short stories un peu et de partager ça, et aussi des techniques des griots africains. Donc, les griots de l'Afrique ancestrale précoloniale. Donc, ouais. Merci pour ça. La prochaine question est, qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour vous lorsque vous racontez des histoires? Je pense que ce qui est gratifiant, si je peux utiliser le terme aussi, c'est c'est ça, c'est de voir un peu les personnes, en fait, que lorsqu'ils découvrent l'histoire, lorsqu'ils découvrent que voilà, on a, euh, on a beaucoup d'histoires qu'on ne sait pas. Donc, je pense que c'est gratifiant d'ouvrir les gens à un nouveau paradigme, une nouvelle compréhension, ouais, une nouvelle façon de voir les choses.
Merci. Nous vivons à une époque où les informations sont accessibles de plusieurs manières. Pouvez-vous nous dire pourquoi il est important de connaître l'origine de vos sources lorsque vous effectuez des recherches? Tout à fait, mais c'est important parce que c'est de voir aussi que l'histoire, c'est pas tellement une question, c'est pas une opinion, quoi. C'est pas une opinion, c'est pas ce que je veux ou ce que je veux pas. C'est ce qui est dans le patrimoine historique, dans les archives. Donc, je pense que si on entend, si on parle de sujets qui sont patrimoniaux ou quelque chose de patrimonial, je pense que c'est important aussi de comprendre que c'est ancré dans les archives, puis c'est à notre devoir aussi d'aller recouvrir tout ça, quoi. Oui, merci. Il ne semble pas avoir une seule façon de communiquer une histoire. Pour vous, quelle est la première chose à considérer lors du partage d'une histoire? C'est de couvrir des angles morts. Je pense que c'est important de ne pas avoir peur de couvrir des angles morts. Parfois, ça peut être quelque chose qui est moins populaire, ça peut être quelque chose qui est moins connu ou peut-être à laquelle on est moins sensible. Mais je pense qu'à la minute qu'on commence à voir que c'est peut-être les angles morts qui restent, en fait, qui perpétuent certaines mœurs ou certaines valeurs, je pense que ça aide un peu à plus de compréhension. OK, merci. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de raconter des histoires qui sont représentatives des expériences diverses vécues par les Canadiens et Canadiennes? Je pense que c'est important parce que des fois, on a une idée peut-être différente là, de ce que le Canada, comment que les gens perçoivent le Canada. Et je pense que beaucoup de Canadiens ont beaucoup de choses à dire sur leur expérience canadienne. Et malheureusement, des fois, c'est obstrué par la vision, l'image stéréotype qu'on se fait peut-être du Canadien moyen. Merci. Si vous deviez aider un élève qui souhaite approfondir un sujet en histoire, quel conseil lui donneriez-vous en premier? Mais je dirais à cet élève, bonne question, je dirais à cet élève c'est ça, de rechercher le sujet en long et en large, de voir un peu à l'époque du sujet ce qui se passait, ce qui continue de se passer, les sujets, qu'est-ce que ça implique, voilà, qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça change quelque chose, comment ça nous impacte. Savoir aussi pourquoi ce sujet nous interpelle, donc plusieurs choses qui ont rapport avec l'espace, le temps, puis aussi comprendre les événements qui ont amené à ce sujet ou l'événement. Merveilleux, je crois que nous avons fait le tour. Un gros merci, Madeleine et Christine, pour votre aide à jongler avec les questions-réponses. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude à M. Joseph pour sa participation à l'événement d'aujourd'hui. Nous estimons que vos conseils sont à la fois pratiques et pertinents et permettront certainement à notre auditoire de partager dans leur communauté des histoires importantes, et ça de manière divertissante, engageante et puissante. Un énorme merci à vous encore une fois. Merci beaucoup. Enfin, à tous les élèves et enseignants qui nous ont rejoints depuis leur salle de classe ou à la maison, merci de votre présence. J'espère que vous repartirez aujourd'hui avec des astuces et des idées pour mieux faire entendre votre voix et partager des histoires qui comptent pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez le faire en participant au concours national Nos histoires, nos voix. Vous trouverez tous les détails au sujet du concours et toutes les informations importantes pour soumettre votre projet en visitant le www.histoirecanada.ca/soumettre NHNV. Je crois que c'est indiqué de toute façon dans la boîte de clavardage. En terminant, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous.